La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous retrouvons ce soir en séance sur ce texte de loi relatif à l'organisation de la carte régionale et des scrutins régionaux et départementaux à venir parce que le Sénat, qui avait ce texte en discussion, a souhaité adopter en fin d'après-midi une motion référendaire. Il a adopté cette motion référendaire pour quelques motifs que je vais évoquer devant vous en expliquant très rapidement les raisons pour lesquelles il ne faut pas suivre la proposition que fait le Sénat, parce qu'en suivant la proposition que fait le Sénat, nous irions à l'encontre des objectifs que le Sénat lui-même poursuit. C'est donc un peu pour protéger le Sénat de lui-même, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, que je propose que, ici, nous ne suivions pas leur chemin. D'abord, je veux dire, pour rassurer les députés de l'opposition, qu'il n'y a dans mon propos aucune distance à l'égard des sénateurs. J'entends bien passer le temps qu'il faudra avec eux. S'il faut y passer le temps long qui nourrit l'affection, ce sera le cas pour ce qui me concerne, car je ne serai pas de ceux qui se lasseront du plaisir d'être ensemble dès lors qu'il s'agit de discuter de sujets essentiels. Mais pour apporter la démonstration que ce que je dis est vrai, je voudrais quand même rappeler la manière dont les choses se sont passées au Sénat. D'abord, je suis allé au Sénat devant la commission des lois du Sénat pour dire aux sénateurs, avec la plus grande sincérité, que le gouvernement était à la disposition du Sénat pour examiner l'ensemble des amendements que le Sénat voudrait bien présenter, de le faire avec un souci constructif afin de trouver un compromis qui permette à une réforme que nous attendons depuis longtemps de se faire enfin. Le Sénat d'ailleurs, les sénateurs qui étaient présents à la commission des lois ont témoigné à travers leurs propos, à travers leurs propositions, à travers leurs interrogations, de la volonté d'inscrire le débat dans une perspective de respect mutuel et dans une perspective constructive. Puis, quelques heures après, les sénateurs ont décidé de constituer une commission spéciale, considérant que la commission des lois n'était pas légitime à connaître de ce texte. C'était une première, puisque lorsqu'on regarde l'ensemble des textes qui concernent les collectivités locales qui ont été adoptés depuis le début de la Ve République, à aucun moment le Sénat n'a éprouvé le besoin de créer une commission spéciale pour examiner le contenu d'un texte concernant les collectivités territoriales, parce que la commission des lois est composée d'esprits éminents au Sénat connaissant bien ces questions, et que le Sénat a toujours été soucieux de ne pas déposséder ses commissions permanentes du soin d'examiner des textes dont c'est l'usage qu'ils soient examinés par ces commissions. Nous avons pris acte de la création de cette commission spéciale et avons été absolument rassurés du fait qu'elle soit présidée par un sénateur connaissant bien les questions des collectivités locales et composée des plus éminents spécialistes de ces questions au sein du Sénat. Puis, le texte a été abordé au sein de cette commission, il a été amendé, il a été discuté, une autre proposition de carte a été évoquée, et au moment où le texte, après ce travail extrêmement intéressant, s'apprêtait à entrer dans la discussion générale, il a été proposé immédiatement de le déférer au Conseil constitutionnel en vertu de la loi d'avril 2012, sous prétexte que ce texte n'avait pas fait l'objet d'une étude préalable suffisante. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce point en considérant que l'étude préalable était complète et suffisante pour que le texte entre en discussion. Puis, cet après-midi, une motion référendaire a été proposée. Je voudrais évoquer les 3 ou 4 motifs pour lesquels cette motion référendaire a été proposée. Et ils ont été d'ailleurs, mesdames et messieurs les députés de l'UMP, ces propos et ces motifs admirablement évoqués devant le Sénat par un sénateur très talentueux, M. Retailleau. Absolument, très talentueux. Mais parfois, on peut mettre son talent au profit de très mauvaises causes, avec de très mauvais arguments. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de regrets. Premier argument évoqué par M. Retailleau, nous ne pouvons pas examiner ce texte parce que ce texte profile ou prévoit ou programme
à terme la disparition des conseils départementaux, et le département est un échelon qu'il faut absolument préserver quoi qu'il arrive. Et si vous supprimez le conseil départemental à terme, vous créerez les conditions d'une désertification des territoires. Il a à ce moment-là été dit à M. Retailleau, reprenant un article du Parisien qui a été publié au mois de janvier dernier, à la une du Parisien Magazine, dont le titre était la proposition de Jean-François Copé pour les collectivités locales, la suppression du département. Nous avons donc dit à M. Retailleau qu'il était très curieux, très curieux que de s'inquiéter de la suppression du département lorsque la majorité non pas le propose, mais l'envisage comme point d'orgue d'une réforme territoriale ambitieuse, et de le considérer comme une excellente opération dès lors qu'il arrive comme jaune d'œuf sur toile cirée dans un magazine proposé par le président du groupe minoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Monsieur Retailleau a donc pu constater avec nous tous que l'argument qu'il évoquait au nom du groupe UMP n'était pas le plus pertinent et que sans doute il avait été oublieux d'un certain nombre de déclarations de ceux qui constituent les leaders de son organisation politique. Et rappeler au Sénat, ces propos ont permis de montrer qu'il y avait dans la posture de l'opposition beaucoup de postures et peu de propositions, et qu'il s'agissait en réalité de faire en sorte que dès lors que la majorité proposait des choses, on les condamne systématiquement sans se préoccuper de savoir si elles correspondaient à des objectifs d'intérêt général. Deuxième argument qui a été évoqué par l'UMP au Sénat, c'était le fait que des grandes régions nous éloigneraient des citoyens et qu'il fallait se méfier des grandes régions. Par tempérament, j'ai tendance à me méfier de ce qui est grand, préférant naturellement ce qui est petit, et donc je n'avais aucune raison de ne pas accéder à l'argumentation de notre collègue sénateur de l'opposition. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas, il y en a d'autres qui exercèrent des responsabilités éminentes, y compris dans mon ministère, avant que je ne les exerce moi-même. Deuxième argument, donc, les grandes régions peuvent poser problème. Il faut se méfier du fait qu'elles pourraient éloigner le pouvoir local des citoyens. Nous avons là aussi évoqué et développé nos propres arguments en rappelant que d'autres avant nous avaient proposé des grandes régions qui n'étaient pas dans la majorité actuelle. Ce fut le cas d'Édouard Balladur lorsqu'il publia son rapport en 2009 qui s'intitulait « Il est temps d'agir ». Et effectivement, c'est ce que nous vous proposons de faire, c'est-à-dire d'agir maintenant. Rapport excellent qui s'intitulait « Il est temps d'agir » et dans lequel il était préconisé qu'on créât 15 régions. Alors 15 régions, c'était absolument magnifique, ça permettait de maintenir le lien entre les citoyens et les collectivités locales, mais 14 non. C'est un argument auquel je dois avoir quelques difficultés, comme beaucoup d'entre vous qui êtes dans la majorité, à accéder, parce qu'effectivement, c'est un argument auquel on peut avoir des difficultés à accéder quand on est de bonne foi. Le troisième argument qui était développé, auquel j'ai essayé également d'accéder, c'était de dire « Ouh là là, c'est très embêtant parce que il va y avoir, par la suppression des conseils départementaux, un risque de désertification des territoires et par conséquent, si vous faites cela, les citoyens bénéficieront de moins de services publics. » Alors là aussi, j'ai pensé qu'il était intéressant de prendre cet argument comme un argument pertinent et de l'examiner de près pour dire aux parlementaires de l'opposition au Sénat que cet argument posait problème parce que nous avions l'intention de faire une déconcentration forte de l'administration au plan départemental, que nous avions vraisemblablement raison de vouloir le faire puisque cette administration départementale avait perdu près de 5 000 emplois au cours des dernières années à la faveur de la RGPP et de la REAT, et que la volonté qui avait été exprimée ce matin en Conseil des ministres, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, était de faire en sorte qu'au contraire, nous fassions monter en gamme l'administration déconcentrée de l'État au plan départemental pour renforcer les services publics qui avaient été mis à mal de façon très spectaculaire au cours des dernières années. Enfin, il y a d'autres arguments qui ont été évoqués, qui étaient encore plus spectaculaires que ceux que je viens d'évoquer là, et que je veux rappeler en 2 minutes. Premier argument, ce texte doit être porté au référendum absolument, parce qu'il ne dispose pas d'une étude préalable suffisamment poussée pour être examiné par le Sénat.
Et comme l'étude préalable n'est pas suffisamment poussée pour être examinée par le Sénat, ce texte n'est pas digne d'être porté à la discussion générale au Sénat. Et le peuple auquel nous faisons appel doit trancher. Le raisonnement était là aussi est extrêmement intéressant puisqu'il reposait sur cette idée qu'en l'absence d'études d'impact, le texte était indigne d'être porté à la délibération des sénateurs, mais qu'il était suffisamment digne pour être porté à la connaissance du peuple, auquel on faisait appel par ailleurs, comme le souverain auquel il fallait immédiatement demander son avis. Donc, c'était un raisonnement curieux que celui qui consistait à dire les choses ne sont pas suffisamment convenables pour qu'on en délibère, mais elles le sont suffisamment pour que le peuple en délibère lui-même. Si on voulait rapprocher le peuple de la représentation nationale, on ne pourrait pas développer d'argument plus pertinent que celui qui a été développé au Sénat cet après-midi. Il y avait un autre argument qui avait aussi énormément de portée et de puissance, qui consistait à dire la carte qui nous a été présentée par le gouvernement est absurde. Il faut absolument cette carte la modifier. J'ai essayé de faire entendre un argument simple qui consistait à dire mais écoutez, il est possible que cette carte ne soit pas la meilleure des cartes. Peut-être peut-on considérer que, n'étant pas moins armé à l'entendement que d'autres, s'il y en avait une parfaite, nous l'aurions proposée pour qu'elle fasse l'unanimité. Mais si cette carte n'est pas bonne et qu'elle doit être amendée, pourquoi la présenter au référendum alors qu'on sait que le référendum ne permettra à personne de l'amender dans son contenu? C'était une deuxième partie du raisonnement que je trouvais singulière et dont je ne voyais pas très bien quel objectif elle poursuivait. Et puis enfin, il y a eu un dernier argument, qui était un argument, celui-ci, plus politique et par conséquent que l'on peut considérer comme l'argument de fond, qui était qu'il était important et urgent d'attendre d'organiser des Grenelles, des comités, des symposiums, des concertations, pour être assuré que la réforme ne serait pas faite pendant le quinquennat et par conséquent qu'elle ne pourrait pas être portée au crédit de cette majorité. Eh bien nous avons décidé cette réforme avec le Premier ministre et le gouvernement de la faire. Nous avons décidé de la faire parce qu'il y a eu au cours des 10 dernières années, notamment lorsque la précédente majorité était en situation de responsabilité, de nombreuses études, de nombreuses concertations, de nombreuses réflexions qui ont conduit un ancien Premier ministre à dire « il est temps d'agir ». Eh bien oui, il est temps d'agir, parce que la France a besoin d'avoir moins de complexité dans l'organisation de ses collectivités locales, précisément pour que davantage de lisibilité permette aux citoyens de se sentir davantage proches des collectivités jusqu'à vouloir s'investir dans leur gestion et dans leur fonctionnement. Deuxièmement, il y a un risque de relégation que vivent les territoires ruraux depuis des années parce qu'ils sentent que l'administration des collectivités locales et de l'État s'est affaiblie. Eh bien, pour lutter contre ce risque de relégation, pour apporter la démonstration aux collectivités locales qu'elles ont droit au service public, que nous croyons au service public, que nous croyons au service public local, à l'administration déconcentrée de l'État, il faut engager une réforme puissante qui permette de lutter contre les doublons, qui permette de faire en sorte que nous ayons une administration locale qui soit en situation d'investir pour demain, parce que la réforme des collectivités locales, c'est aussi un peu dépenser moins pour investir plus, ce qui est nécessaire pour la croissance de notre pays. Enfin, nous devons apporter aussi la démonstration que, à travers cette réforme des collectivités locales, nous mettons les territoires tout entiers en situation de faire en sorte qu'il y ait davantage d'accompagnement des filières d'excellence, qu'il y ait davantage de transfert de technologie, qu'il y ait davantage d'investissements structurants dans les transports de demain, dans l'équipement numérique, dans la transition énergétique, autant de sujets sur lesquels, j'en suis sûr, vous êtes d'accord. C'est la raison pour laquelle vous rejetterez cette motion référendaire. Merci, Monsieur le Ministre.